Donc la guerre du loudness, c'est quand il y avait une maison de disques qui sortait un produit très fort, et ben il fallait que la concurrence fasse encore plus fort. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des niveaux de volume comme ça. Rajoutez à ça la compression du MP3 qui va raboter les fréquences graves et aiguës de votre morceau et vous vous retrouvez avec ce qu'on a dans les iPods, MP3, baladeurs, etc. Donc c'est pas terrible pour l'oreille parce que ça fatigue très vite en fait. Voilà, tout compris? Ouais. En vue. M'en fous. Enfin bref. Ce serait quand même dommage de devenir sourd, non? Ouais. Ah, c'est qui a dit non? Tu peux lever Jean-Jean, s'il te plaît? Interview, c'est qui a dit non? Allez, on me le balance. C'est lui. C'est toi? C'est lui. Avec le beau pull gris. Hein, Cristiano? Pourquoi t'as dit non? C'est le typhoon. Pourquoi t'as dit non, mon Christian? Hein? Il ressemble à Cristiano Ronaldo, en plus petit. En moins doué. Hein? Et en plus moche. Comme ça, t'entends pas ta mère. T'es deg, hein. Mais t'imagines, parce qu'après t'entendras plus tout le reste aussi. T'entendras plus rien. T'entendras plus tes potes te traiter de... Hein, tu vois? Donc non. Et pour nous, pareil, ce serait dommage parce qu'on fait de la musique, de devenir sourd. Et on pourrait plus kiffer et faire de la musique qu'on aime. C'est au cœur du monde, dans les années 70, que le hip-hop voit le jour. Il est le moyen d'expression de la communauté afro-américaine qui propose une alternative pacifique à l'exclusion et la frustration qui règnent dans ces ghettos. À l'aube de son déferlement sur la planète, retour à ses origines, la old school, nous sommes en 1973, l'aventure commence. Vous savez quoi les mains? Qu'est-ce qu'il a fait? Africa. Premier DJ Herc, le premier DJ hip-hop des cool DJ Herc. Originaire de Kingston en Jamaïque, passionné de funk, soul et reggae, il se découvre une habilité étonnante au platine. Il en bricole alors deux vieilles et monte son sound system. Herc devient le DJ des block parties, fête sauvage improvisée au cœur des quartiers, réunissant danseurs, graffeurs et DJ. Mais les musiques sont trop courtes pour les danseurs qui raffolent des breaks. Les breaks, c'est la transition à l'intérieur des morceaux. Alors ils jouent côte à côte deux disques identiques, pratiques qui visent à isoler et à étendre les seuls breaks du morceau. C'est l'invention du breakbeat. James Brown, Bob James, Parliament ont longtemps été des sources célèbres pour ces breaks, mais ça, je ne t'apprends rien. D'ailleurs, est-ce que tu sais à quoi sert le breakbeat à la base? Oui, je sais, mais tu vas nous le dire. Comment? Yeah. Le breakbeat donne aussi naissance à de nouvelles formes de danse. Inspiré de la funk et de la soul, notamment de l'émission Soul Train, des groupes comme les Electric Boogaloo, ils prennent le rendez-vous. Christian, est-ce que t'es prêt? DJ! On est prêts! Fais du bruit pour DJ Spike! Avec moi, c'est ho ho! Hey hey! C'est Le rap, c'est le lointain héritier des complaintes sur les conditions de vie, de la tradition de l'improvisation apparue avec le ragtime et le jazz, des dialogues musicaux présents dans le blues et de la soul tardive de James Brown. Ça va, merci? Oui, ça va! On peut applaudir les musiciens. Allez, on parle depuis tout à l'heure des synthés, des boîtes à rythme, des sampleurs. Il faut quand même souligner la créativité et les cheveux tordus qui sont au service de toutes ces musiques. Reprenons le synthétiseur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le synthé, c'est du courant électrique de 50 Hz parce qu'on est en France, qui passe par des composants électroniques, qui passe par des générateurs de fréquences. Et quand on parle de fréquences, eh ben on parle de... C'est quoi les hertz pour commencer? Alors, les hertz, c'est l'unité de mesure d'une onde sonore.
c'est son nombre de vibrations à la seconde. D'accord? Comme on peut le voir. L'oreille entend des fréquences de 20 Hz à 20 kHz. Et encore plus aigu. 20 Hz étant très grave, et 20 MHz, 20 kHz étant très très aigu. En dessous de 20 Hz, on dit que ce sont des infrasons. Au-dessus de 20 MHz, 20 kHz, des ultrasons. Fréquences que l'on n'entend pas, mais que certains animaux perçoivent, comme le dauphin, qui peut émettre des fréquences jusqu'à 170 MHz. Alors rendez-vous compte, ça fait 170 000 vibrations en une seconde. C'est un truc de ouf quand même. Mais surtout qu'il n'y a pas plus technologique que le dauphin. Ah bah là, à ce niveau-là, c'est clair. De résonance, c'est le son qui va se répercuter sur un obstacle et suivant la matière de cet obstacle, eh ben, le son va plus ou moins rebondir. Un petit exemple, le carrelage par exemple fera plus rebondir que de la moquette. On peut facilement le comprendre. Le carrelage c'est tout dur et la moquette c'est tout mou. Voilà. Et plus c'est mou en fait, plus ça absorbe le son. Voilà. Vous voyez ce qu'on a là sur scène. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est? Jean-Jean Lumière. S'il te plaît, Jean-Jean. Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Comment ça s'appelle? Oui. Oui. Et il y a Maya l'abeille qui a parlé. Il est là, ici, là. Ça s'appelle des enceintes de retour. En fait, pour chaque enceinte demande à l'ingénieur du son, dans le fond, de nous mettre plus ou moins de tel ou tel instrument pour pouvoir jouer ensemble. Parce que sans ces enceintes, ça serait compliqué de pouvoir jouer ensemble à cause de la réverbération notamment. La réverbération. Alors, je m'explique de nouveau. Si par exemple, Juliano, donc notre clavier, ou moi, n'avions pas ces enceintes de retour, vu qu'on n'est pas amplifié, comme le guitariste qui a lui un ampli sur scène, donc il peut entendre directement son son, nous on ne pourrait pas. Donc du coup, notre son passerait d'abord par les enceintes façade, qui se trouvent en devant de scène, puis le son irait se répercuter sur le mur du fond pour ensuite revenir jusqu'à nos oreilles. En gros, on aurait un peu moins d'une demi-seconde d'écart avec le reste du groupe. C'est pas pratique pour jouer en fait. Oui, il y a un décalage. Il y a un décalage. Les gens ensemble. Le billard, voilà. Toutes les billes du billard, elles rebondissent, c'est à peu près ça le principe. En plus compliqué. Et c'est aussi pour ça que l'ingénieur du son règle sa façade pour pallier aux résonances, aux fréquences qui résonnent naturellement dans la pièce, pour avoir un meilleur confort d'écoute. Mais c'est pas toujours facile. Voilà. Et, tu parlais de pièces mat, de son sourd, j'avais pas tout. C'est quoi ta musique? Siméo, il fait de la musique. Tu joues de la basse? Yeah, on a besoin d'un bassiste. Viens nous parler après. Enfin bref, c'est pour vous dire que voilà, la musique elle n'oublie aucune règle, elle n'oublie aucune loi, créativité. Bah, que tu fasses de la danse classique, Ici, ou du Siméo, modern jazz, là-bas. mon pote, ou la danse des canards. On s'en fiche, c'est de la danse. C'est la danse. Que tu écoutes du rap, du métal, etc. Toutes les musiques sont bonnes. Parfois il faut des lois. Vous savez pourquoi? Petit Dylan. Pour lutter contre ce qu'on appelle la pollution sonore. D'après vous, qu'est-ce que la pollution sonore? Hein? Ouais. Voiture, par exemple. Les embouteillages, les avions, les trains. Exactement. Le voisin du dessus qui fait trop de bruit. Notre pote qui danse la danse des canards. Etc., etc. Et donc parfois il faut des lois. Et là je me retourne vers... Comment il s'appelle? Nous envoie un petit texte que je vais vous lire à haute voix. Donc, les lois destinées à lutter contre le bruit et ses conséquences pour la santé sont relativement récentes. La première grande loi est créée en 92. Elle a pour but de limiter l'émission et la propagation des bruits pouvant causer un trouble excessif et nuire à la santé des personnes. Concernant les lieux musicaux, c'était qu'en 98, on crée une loi qui vise à préserver l'audition du public qui fréquente discothèques et salles de concert. Elle limite le volume sonore à 105 décibels, autorisant des crêtes à 120 décibels. Mais cette loi concerne aussi le niveau d'émergence des lieux qui diffusent de la musique. C'est-à-dire que les fuites de bruit constatées aux environs des lieux en question ne doivent pas dépasser 3 ou 5 décibels. Cette même année apparaît une autre loi qui fixe la puissance sonore maximale des baladeurs à 100 décibels. Et donc les fabricants sont obligés de faire apparaître la mention suivante, que vous avez peut-être déjà vu si vous avez La acheté mention suivante. des iPods et des à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Oh là là, ça Ouais, fait ça fait un peu flipper ça. Hein, c'est pas ouvrir le truc. Non. Doucement. Bon, à souligner quand même que son utilisation ne présente pas de danger si on ne dépasse pas les 70 décibels, ce qui représente 2 tiers du volume de l'appareil, c'est ça? Ouais, tout
Tout à fait. Par contre, il faut savoir que votre baladeur à fond, donc 100 décibels, ça devient dangereux au bout de 15 minutes pour vos oreilles. Donc en fait, le plus important, c'est les temps de pause que vous devez marquer. C'est pas bon de rester avec votre iPod pendant 4 heures d'affilée sur les oreilles, que ce soit fort ou pas fort en fait, parce que vos oreilles, elles ont besoin de repos.